Nous voilà en ligne. Chloé, Benjamin, Chloé. Merci d'avoir répondu à notre appel, de vous être proposé à nous pour venir nous donner des outils de réflexion pour cette journée où sur Être Prof, on essaye de réfléchir ensemble à comment on peut se positionner, quels outils intellectuels on peut avoir pour apprendre à se positionner, pour préparer cette rentrée de lundi 2 novembre. Alors, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter si vous voulez bien. Ok, alors merci de cette invitation. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis Chloé Rabli, je suis ce qu'on appelle une consultante en intelligence collective, en développement des organisations. C'est-à-dire que je travaille principalement auprès de grosses entreprises pour les aider à trouver elles-mêmes leurs solutions à leurs problèmes complexes dans un monde incertain. Et j'ai le plaisir de travailler aussi régulièrement avec SynLab auprès de l'éducation nationale et pour d'autres causes, notamment à la PHP. Voilà, je vais laisser Benjamin se présenter. Merci. Benjamin. Je fais le même métier que Chloé. Quand moi j'en parle, elle a évoqué à la fin là, sa couleur à elle. Moi je dis, j'aide les gens à se comprendre pour qu'ils fassent de leurs enjeux des projets collectifs. Et j'ai les mêmes clients, la même mécanique, les mêmes sujets. Bon, on est au cœur du sujet donc. Hein. On est au cœur du sujet. Alors pour commencer, j'avais envie de vous inviter à essayer de nous donner une définition du dialogue et du verbe qui va avec dialoguer. Qui commence? Benjamin? Allez, Benjamin. Oui, c'est moi? D'accord, ok, super. Ouais, allez. Et donc, pour moi, le dialogue, alors ce qu'on disait avec Chloé très clairement, c'est qu'il y a toujours un sujet, c'est-à-dire il y a un objet pour dialoguer. S'il n'y a pas d'objet pour dialoguer, on n'est pas dans le dialogue, on pourra en discuter. Et dans l'esprit, je dis très vite, et j'ai utilisé cette phrase tout à l'heure, c'est se comprendre en fait. Le dialogue, c'est une conversation pour se comprendre son avis ou la manière dont on voit ce sujet, pour avancer dans notre compréhension et dans notre manière de traiter ce sujet-là. Donc, on voit dans cette définition une volonté de toutes les personnes qui se mettent à dialoguer de mettre quelque chose au centre de la table et de comprendre ce que l'autre met au centre de la table. Ok. Voilà. Chloé, alors, si je vais peut-être compléter, et puis c'était en fait le fil de notre conversation. C'est aussi la différence qu'on avait entre dialoguer et débattre, et dialoguer et, pour faire plaisir aux profs, bavarder. Donc, dialoguer et débattre ont en commun d'avoir un sujet, un contenu, quelque chose sur lequel parler, s'exprimer. Quand on a un débat, on s'exprime sur un sujet dont on considère qu'on a un point de vue certain, et on est là pour convaincre, pousser son point de vue qu'on considère être le bon. Donc, on est là, on parle pour convaincre. Quand on dialogue, on est pareil sur un sujet, mais sur un sujet qu'on considère incertain. Ça peut être des sujets de recherche, par exemple, hein, ça peut être des sujets nouveaux, des sujets dans l'incertitude, on en a tous les jours, où on se dit qu'on n'a pas la réponse, que les personnes avec qui on est non plus, mais que ensemble, si chacun se laisse transformer par l'idée de l'autre, on arrivera peut-être à avancer. Donc, quand on est dans le dialogue, on cherche à se laisser transformer par l'autre, alors quand on est dans le débat, on cherche à convaincre l'autre. Et le bavardage est absolument nécessaire, mais c'est parler sans aucun objet, et ça sert à avoir du lien, du plaisir. Ça n'a pas d'autre objectif que répondre à un besoin humain de s'exprimer, sans sujet. Merci de cette clarification qui va permettre de savoir d'où on parle pour cet échange d'une demi-heure. Première des questions, qu'est-ce qui peut être dialogué? Est-ce que tout peut être dialogué ou pas? Allez, qui commence de vous deux? Chloé. Chloé. Alors, je commence. On va chacun commencer à notre tour. Non. Tout peut pas être dialogué. C'est-à-dire, nous, on discerne ce qu'il y a de certain et ce qu'il y a de non certain. Donc, notamment dans l'éducation, on considère que nous de l'extérieur, moi de l'extérieur, hein, je considère que l'éducation, l'enseignement est là pour transmettre des savoirs, un corpus de savoirs à transmettre, qui sont des savoirs certains, qui ont été établis et reconnus globalement par tous.
par exemple que 1 plus 1 font 2, que le COD quand il est placé avant s'accorde, que la théorie d'évolution darwinisme, que la Terre est ronde. Ce sont des savoirs et la mission d'un enseignement est de le transmettre. Donc, par rapport à ce corpus de savoir-là, il n'y a pas de dialogue. Il y a de l'apprentissage, il y a de la démonstration éventuellement quand il y en a. Et donc, quand on est sur du certain, et notamment, je pense que c'est souvent le cas dans la mission d'un enseignant, c'est de transmettre ce que la communauté sait déjà. Et c'est ça qui rend les êtres humains intelligents, d'ailleurs. C'est ce que nous disait aussi Yuval Harari, c'est qu'on apprend tous de ce que les autres ont fait avant nous. On n'a pas besoin de réapprendre à chaque fois. Par contre, il y a plein de sujets incertains. Mais il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Hein, et on s'en réjouit. Et par rapport aux sujets incertains, là, on a besoin de dialoguer. Et c'est pour ça qu'on intervient beaucoup en ce moment avec Benjamin dans les organisations. C'est que les problématiques qui s'offrent à nous aujourd'hui sont des problématiques nouvelles, dont on ne trouve plus un bon expert pour trouver la réponse. Alors, quand il n'y a plus un bon expert et quand on ne sait pas, on se dit, bah, c'est super, on ne sait pas. On a l'humilité de le dire et de réunir de la diversité. C'est important de la diversité pour pouvoir répondre. Il suffit pas d'être nombreux. Il faut aussi être différent. Parce que si on est tous à penser pareil, on arrive à la folie de la foule. Et ce qui permet d'arriver à la sagesse de la foule, c'est d'avoir une diversité des points de vue. Ce qui empêche la pensée unique dans le monde incertain. Je me suis peut-être égarée par rapport à la question. Non. Mais, pas du tout. Mais du coup, je vais embarquer Benjamin pour compléter cette question. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de choisir ce qui se dialogue ou pas? Est-ce qu'il y aurait? Je vais le mettre au conditionnel. D'accord. Ce qui me vient à l'esprit, vraiment de manière spontanée. En fait, on peut. Bon, il y a évidemment, on dialogue pas ce qui est certain ou qui est devenu la règle. Hein, donc c'est ce que vient d'évoquer Chloé. Et puis en fait, on peut dialoguer de quelque chose sur lequel, d'abord, il faut qu'on ait compris le sujet. Et en fait, là, c'est ça qui est clé. En fait, faut que, vous voyez, s'il y a dialogue, il y a sujet. Donc il faut qu'on soit d'accord sur le sujet. Et souvent, quand même, on n'est pas vraiment d'accord sur le sujet. Et on regarde pas la même chose. Est-ce qu'on est voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on peut évoquer. C'est-à-dire qu'on ne le regarde pas de la même manière. Est-ce que c'est du sujet qu'on parle des caricatures, ou par exemple, ou est-ce que c'est du droit à évoquer ces caricatures? Vous voyez, c'est des sujets, c'est pas la même chose. Et en fait, il faut qu'on se cale au même endroit. Donc ça peut être le premier truc. Et ça signifie aussi qu'il faut que les personnes qui soient là soient prêtes à discuter, à dialoguer. Et assez souvent avec Chloé, on prend quand même pas mal de temps à donner la capacité aux gens à être dans cette posture de dialogue. Vous voyez, c'est pas naturel, hein, ça s'apprend. C'est le titre de notre temps. Et en fait, je crois que c'est ça le plus important. C'est comment on s'assure que les personnes qui sont là peuvent dialoguer, donc être dans cet esprit-là. Et donc parfois, on va peut-être pas prendre le sujet le plus difficile ou tout de suite le sujet. On va peut-être faire par étapes. Ce que j'entends, et si je le reformule, il y aurait 2 balises là sur comprendre le sujet, donc avoir une phase de clarification de qu'est-ce qu'on met derrière le sujet dont on parle, que la personne qui engage le dialogue soit au clair sur ce qu'elle attend de ce dialogue. Et Benjamin, tu as donné l'exemple on parle des caricatures ou du droit à. C'est vraiment très explicatif. Et j'ai entendu une deuxième chose, donner la capacité à être dans le dialogue. Et ça, du coup, ça va être l'objet de cette deuxième partie. Est-ce que vous pouvez nous donner tous les deux quelques balises pour structurer le dialogue et pour en faire un temps réel de partage, de construction et donc d'enrichissement mutuel? Et là, je vous laisse vous organiser dans votre manière et de présenter les choses. Et je dirais à toutes les personnes qui sont là, parce qu'il y a une centaine de personnes quand même, posez vos questions, essayez de clarifier pour vous donner des outils, j'ai envie de dire, intellectuels et de posture pour pouvoir réfléchir à ce sujet pour les semaines qui viennent et les mois qui viennent, parce qu'il y a la rentrée, mais il y a une construction à plus long terme. Allez, je vous laisse vous organiser. Qui a envie de prendre la parole en premier? Je te laisse, oui. Allez, je commence. Parce que sur la vidéo en bas. Alors,
Déjà, il y a le cadrage à amont. Donc, Benjamin en a un peu parlé avec cette notion de clarifier le sujet, donc être d'accord sur ce dont on parle. Pour être dans un dialogue qui aboutit, moi, je vais insister sur la diversité. Parce que si on n'a que des gens qui pensent la même chose, on n'aura rien ça ne frottera pas, donc il n'y aura pas du neuf. Et donc, par rapport à, si on reste sur un objet nouveau, on a besoin de cette diversité-là. C'est le théorème qui vient de l'Université de Michigan qui dit que l'erreur collective est égale à l'erreur individuelle moins la diversité des perceptions. Donc, quand il n'y a pas d'erreur individuelle, à ce moment-là, on n'a même pas besoin de collectif. C'est là où on est dans le certain. Par contre, quand il y a de l'erreur individuelle, on a besoin non pas d'un grand nombre, mais en tout cas d'une grande diversité. Et après, ça s'apprend. Alors, il y a Otto Scharmer, moi j'aime bien comment il en parle. Pour remettre en lien ce que disait Benjamin, dialoguer, en fait, c'est d'abord écouter. C'est être dans une capacité non pas de convaincre. Alors on a beaucoup surestimé apprendre à convaincre, apprendre à défendre ses idées. On a un peu sous-estimé apprendre à écouter et apprendre à se laisser transformer par les autres. Et donc, je crois qu'Otto Scharmer du MIT le formule bien. Il dit qu'on écoute la majorité du temps quand on écoute quelqu'un pour reconfirmer ce qu'on sait déjà. On va inconsciemment reprendre ce sur quoi on est d'accord. Il y a un deuxième niveau d'écoute, on va écouter ce qu'il y a de nouveau. Ah bah, qu'est-ce qui est dit que je ne savais pas? Le troisième niveau, c'est qu'est-ce que la personne est en train de dire. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle est en train de dire ce qu'elle est en train de dire? Ça veut dire que c'est pas la même chose que aujourd'hui un professeur dise voilà, je suis quand même inquiet de ma rentrée le 2 novembre, et s'il l'avait dit le 2 novembre 2019. Il y a quelque chose de contexte qui change et on n'est pas de la même place quand on le dit. Donc, qu'est-ce qu'il dit quand il est en train de dire ça? Et puis après, il appelle ça l'écoute générative. Quand on dit ça, on dit que l'écoute est quelque chose qui s'apprend, et donc la première condition, c'est d'apprendre à écouter. Donc nous, on dit souvent, on pose des règles qui sont écoutées avec curiosité et parler avec intention, c'est-à-dire parler du sujet et rien d'autre. Parfois, on dit écoutez l'autre comme si ce qu'il allait vous dire allait changer toute votre vie. Et donc ça marche avec quelques règles du jeu qui sont simples, qui sont déjà s'assurer que tout le monde a son temps de parole. Quand on n'a pas à se battre, voyez, dans un débat, on aime bien un peu on se bat pour avoir son temps de parole. Nous, dans le dialogue, on dit, bah voilà, on va avoir 2 minutes chacun et on va tourner. Chacun aura son temps. Du coup, ça détend. Chacun a son temps. Il y a de la parité et l'égalité dans ce dont on parle. Il n'y a pas de rapport de force. En tout cas, tout le monde a une équité dans l'espace qu'il occupe. Il n'y a pas les plus extravertis qui vont prendre plus de place par rapport aux plus introvertis. Donc ça, c'est un des moyens. Et puis, il y a des moyens aussi qui viennent de Will Schultz, qui dit qu'on peut s'exprimer. On peut, comme on doit parler avec intention, on est redevable d'avoir le courage de dire ce qu'on pense, ce qui n'est pas facile. Et pour avoir le courage de dire ce qu'on pense, il faut avoir la protection pour pouvoir le faire. Vraiment la protection, permission, puissance. Et nous, ce qu'on va donner, c'est les protections qui vont permettre de s'exprimer avec puissance. Et donc, les protections, c'est déjà se sentir inclus dans le groupe, se sentir suffisamment compétent, ni au-dessus ni en dessous. C'est des protections qu'on donne. Et c'est des protections de cadre du règle du jeu, en faisant tourner un bâton de parole, en recadrant, aussi en ayant un tiers qui facilite la conversation et qui recadre si on ne parle pas du sujet mais qu'on parle d'autre chose. Je vais peut-être m'arrêter là. Je suis intéressée par voir comment Benjamin va rebondir. Ouais, ça, je me dis, qu'est-ce que je dis pour compléter? Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est super. Mais je pense que je peux dire en partie la même chose, mais autrement pour donner un autre cadre. Et si je reprends ce qu'a dit Chloé en essayant de le dire d'une autre manière, je pense que c'est vraiment ça, en fait, comme le dialogue. En fait, quand on dialogue, on a quand même tous l'intention d'affirmer ce en quoi on croit. On part comme ça. Même si on a envie d'apprendre, etc., on a besoin de dire tout ce qu'on a à dire. Et puis de convaincre l'autre, en fait. Parce que d'une certaine manière, si je le fais un peu vite, si on a convaincu les autres, on a le sentiment d'avoir été accepté, compris, aimé, etc. Donc, on mélange un peu ces notions-là, d'accord ? Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de décomposer la mécanique
pour que tout le monde ne rentre pas en courant dans faut que je voilà, vous voyez, faut que je dise ce que j'ai à dire. Et donc, on va décomposer ça. Et Chloé l'a évoqué, il y a le cadre, il y a la manière dont on va structurer, il y a la manière dont on peut donner le tempo. Et à un moment, d'ailleurs, un groupe apprend tout seul, plus besoin de médiateurs ou de gens pour le faire, vous voyez, parce qu'il entend. Et puis, il cherche ces moments-là parce qu'en fait, c'est étonnant, le groupe, quand il a commencé à apprendre à dialoguer, il cherche ces temps où il peut s'écouter, où il a le temps d'enregistrer pour mâcher ce qui a été dit. Et c'est vraiment, on les voit, c'est pour nous très agréable de voir ça. Et donc, si je redis le truc, parce que ça m'a fait penser à ça quand Chloé l'a évoqué, je me dis, il y a vraiment ce premier temps, ça m'a fait penser à la matrice de dialogue, en fait, Chloé, tu vois, Et donc, il y a vraiment ce premier temps qu'on peut donner, c'est le moment où on donne le cadre et on appelle ce temps-là le temps de politesse. En fait, c'est ce moment où tout le monde se dit bonjour, montre qu'on est présent et s'assure aussi qu'on est là pour le même sujet. C'est ce moment où on s'assure que le sujet est bon et que les règles qu'on va utiliser sont les mêmes. Et c'est ce temps de politesse. Et puis à un moment, il y a un deuxième temps qui est le temps alors qui est appelé le temps de débat, mais au sens pur du terme, c'est-à-dire c'est le moment où tout le monde pose son avis, ce qu'il pense, ce qu'il croit savoir, mais là où il en est. Et en fait, ce qui est bien, c'est d'essayer de laisser ce temps vraiment où il n'y a pas de débat au sens tel que nous on le comprend, manipulatoire, péjoratif, où on cherche à contrer. Non, l'idée, c'est qu'on pose tout sur la table. Ce moment où on pose tout sur la table. Donc, c'est débattre tranquillement. Et puis après, il y a un temps où on se dit, bah tiens, qu'est-ce que ça nous dit tout ça là. Tiens, il y a des endroits où on est d'accord, il y a des endroits où on n'est pas d'accord, il y a des endroits où on se comprend, il y a des endroits où on ne se comprend pas. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se rendre compte de ça et à réfléchir justement, c'est peut-être un autre truc sur lequel on peut arriver, qui est la différence entre être d'accord et se comprendre. Ce n'est pas des choses qui sont les mêmes. Voilà. Et donc, il faut décomposer les temps, en fait, parce que sinon, tout le monde a envie d'aller trop vite dedans. Et du coup, ce que j'entends là, c'est que c'est un vrai apprentissage et qu'il faut a priori faire une fois l'expérience d'une manière très structurée, très cadrée, pour se rassurer sur ces étapes finalement. Et du coup, j'ai envie que vous nous présentiez la méthodologie que vous utilisez et la proposition que vous aviez envie de nous faire. Parce que Chloé, il est 33, je suis gardienne du temps là. Super. Donc, d'accord. Alors, super. Alors, quand on a discuté ensemble, Nathalie, on se dit que nous, en général, avec Benjamin, on aide les grandes entreprises, donc on aide des patrons de business unit, etc., qui se disent j'ai un sujet incertain et j'ai besoin ils ne l'expriment pas comme ça, mais j'ai besoin de créer le dialogue pour trouver une réponse. Ils ne nous disent pas comme ça, souvent ils nous disent je suis enfoui dans un truc, je ne sais pas par quel bout le prendre, on va démêler les fils. Mais on dit non, les garde ensemble. Ils sont emmêlés. En fait, on ne réduit pas la complexité, mais on fait avec. C'est ça. Et donc, nous, notre proposition, c'est de vous proposer, à vous, les enseignants, chefs d'établissement, toute personne qui travaille dans l'éducation nationale, où on sent et qui sentirait qu'il a un besoin de dialogue, nous, on vous propose de venir vous accompagner comme on accompagnerait finalement quelqu'un d'autre, quoi. Et donc, on peut vous accompagner sur plusieurs choses. Alors, il y a plein de choses qui nous sont venues à l'esprit. On peut venir présenter notre métier. Vous savez, des fois, on va présenter son métier à l'école. Alors, il y en a qui présentent comptable, mais on dit, nous, notre métier, c'est d'être expert du dialogue. Donc, déjà, ça peut peut-être susciter des conversations. Ça montre que si c'est un métier, c'est que ça s'apprend, et que si ça s'apprend, il y a quelque chose derrière. Donc, on peut déjà tenter de présenter notre métier et susciter des vocations, ça me ferait grandement plaisir. On peut aussi, parfois, on vient faire de la formation. Donc, on peut également faire de la formation sur le dialogue, sur l'intelligence collective, sur les conversations qui comptent. On peut venir expérimenter avec vous des choses comme les 4 niveaux d'écoute, expérimenter, en fait, se rendre compte qu'on écoute pour tous, pour reconfirmer ce qu'on sait déjà et pas pour autre chose. Donc, pour expérimenter ça. Et surtout, on aurait très envie de vous proposer de mettre en place sur des sujets qui sont importants pour vous, par exemple, qu'est-ce qui vous rassemble, par exemple, comment avoir un climat de confiance à l'école, enfin, des sujets sur lesquels il serait utile de dialoguer ensemble parce que les profs n'ont pas la réponse, les élèves non plus, mais peut-être qu'ensemble, on trouvera quelque chose. Donc,
trouver un sujet commun qui vous rassemble. Et nous, on va vous architecturer la conversation et, pour avoir une conversation qui compte. Et donc, qui, à la fois, en faisant la preuve par l'exemple que ça fonctionne, puis en ayant un moment de réflexivité, de se dire qu'est-ce que ça nous a fait de dialoguer sans nous écharper. Voilà. Et nous, on est très... nous, on a un côté très créatif avec Benjamin. Ça veut dire, nous, les contraintes, ça nous fait pas peur, ça nous amuse. Et donc, allez-y, ça peut être en digital, ça peut être en physique, ça peut être à 5 personnes, ça peut être avec 1000 personnes, ça peut être sur une académie, peu importe. Mais si vous avez envie, ou d'un niveau de formation, un moment d'expérimentation, de dialogue sur un sujet qui compte, appelez-nous. Et nous, notre valeur ajoutée dans ces moments-là, c'est d'être un tiers extérieur. C'est beaucoup plus simple. C'est facile d'être extérieur. Non, on est extérieur. En plus, on comprend pas toujours ce qui se dit. C'est encore mieux. Ça met de la distance et donc on peut juste confronter sur non, en fait, on dit qu'on est là pour parler du sujet, puis là, ça parle d'autre chose de façon presque naïve, mais c'est une facilité de pas être dans le système parce que nous, on n'est pas pris dans le système et donc on est plus léger. Voilà. Benjamin, j'ai envie de te faire rebondir sur quelque chose que Chloé a dit. Elle dit que vous n'avez pas peur finalement des contraintes. Est-ce que c'est dû au fait que vous avez une confiance absolue dans ce processus et que par expérience, vous avez pu vous retrouver dans des endroits où il y avait une diversité très forte, peut-être des conflits, et que le processus mène toujours à quelque chose qui mène au dialogue? Il y a de temps en temps où ça peut être plus difficile, il y a d'autres moments et on ne va pas au bout de ce qu'on a envie d'aller, mais on fait toujours des pas, en fait. C'est ça qui est important. Il y a deux choses. On croit, pour répondre quand même, on croit fortement au process. Bien sûr, le dialogue est extraordinaire. Je pense qu'il y a des animations où on est plus que surpris. Enfin, on est à chaque fois très fortement surpris par la capacité des individus qui sont là à dialoguer et à sortir des solutions. D'accord, à ce moment-là. On est toujours surpris de la beauté de ça. Je pense que vraiment. Ensuite, on sait aussi que, comme on commence à maîtriser un petit peu, on sait aussi qu'on sait s'adapter, Chloé et moi, et puis d'autres, d'accord. C'est-à-dire qu'on sent la manière dont le dialogue se fait et que donc on joue avec les interactions pour les faire se développer, d'accord. Et puis enfin, il y a des moments qui peuvent être difficiles et comment dire, en fait, on sait qu'ils peuvent être là, donc on en a un peu moins peur que les autres, je pense. Vous voyez, on peut être inquiet, évidemment, mais on en a moins peur parce qu'en fait, on est prêt à les vivre. Et donc, comme on est prêt à les vivre, on les vit assez bien et on arrive à rebondir ou à s'appuyer dessus. Je crois que c'est ça. En fait, je pense que ces moments-là, on s'appuie dessus. C'est la bonne phrase. D'accord. Okay. Et puis, voilà. Pour compléter, en fait, ce qu'on a appris avec l'expérience, c'est à mettre les conditions protectrices. Ouais, c'est ça. Et donc, quoi qu'il se passe, on met personne en danger. Et pour nous, c'est même plus important ça que d'atteindre au résultat parfois. Donc, on met les conditions pour que personne n'ait soit en danger, parce qu'on dit que c'est de là dont on aura la puissance. Nous, ce qu'on recherche, c'est le courage. C'est le courage de dire ce qu'on pense. Et des fois, on leur dit, vous êtes redevable de donner votre point de vue, quoi. Ils disent tous blanc, vous pensez noir, bah allez-y, quoi. Et parce qu'on a peur de la folie de la foule. Et qu'on considère que il y a quelque chose de militant aussi dans ce qu'on fait, faut quand même le dire. On se dit que la pensée unique sur les sujets incertains est très dangereuse. Et par contre, et en même temps, la remise en question des sciences prouvées est aussi dangereuse. Donc, on tente de faire la part des choses. Voilà. J'arrête. Alors, je crois qu'on pourrait en parler des heures, hein, mais notre temps est compté. Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a une vraie nécessité à réfléchir à ces instants, ces temps de dialogue, qui a des outils à s'approprier, une démarche à s'approprier, et que finalement, on peut se donner le temps de construire cette réflexion et de ne pas se lancer tête baissée le 2 novembre dans des temps d'échange et de dialogue
qui serait peut-être encore plus contre-productif que ce qu'on a envie de faire. Et donc, je redis la proposition que vous avez faite à la communauté enseignante par cette petite fenêtre d'une demi-heure, c'est de venir proposer et de venir donner l'expérience aux collègues qui auraient envie. La dernière question, c'est de façon très pragmatique, comment on rentre en contact avec vous? Alors, moi, je vais répondre à ça, puis je vais répondre à une petite question du chat si je le fais en 2 secondes. Alors, comment on rentre en contact avec nous? C'est par notre mail qu'on peut mettre dans la conversation ou par Nathalie, je ne sais pas comment. Vous nous envoyez un mail. Dans la conversation, je peux le mettre. Voilà. Je le mettrai. Les pistes concrètes, moi, je vais vous en poser une rapide et simple. Déjà, identifier le sujet sur lequel vous voulez avoir une conversation. Ne laissez pas n'importe quel sujet en conversation et dites-vous de quel sujet notre classe, on aurait besoin d'avoir une conversation à la rentrée. Quel est ce sujet et qu'est-ce que j'en attends? Quel est le produit de sortie? Et ça peut être rétablir un climat de confiance. Je ne sais pas, c'est vous qui savez, mais vraiment prenez du temps à préparer ça. Et ensuite, par rapport à ce sujet, ce qu'on peut vous proposer, c'est de commencer, si vous avez une grande classe, des conversations en petits groupes. Nous, on aime les conversations à 2, puis à 4, puis tous ensemble. Donc, vous pouvez commencer sur ce sujet-là, à les mettre en groupe de 4 et de dire chacun a 1 minute et puis de dire à quelqu'un d'être le gardien du temps, de dire qu'est-ce que vous pensez du sujet, faire un premier tour, ce que disait Benjamin, sur ce sujet-là, quel est votre ressenti? Personne n'a le droit d'interrompre et personne n'a le droit de répliquer. Deuxième tour sur qu'est-ce que je pense du sujet, qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter. Troisième tour sur de tout ce qu'on a entendu de nous 4, qu'est-ce qu'il y a en commun. De tout ce qu'on a entendu de nous 4, qu'est-ce qu'il y a de différent, sur quoi on n'est pas d'accord. Et après revenir en grand groupe pour juste converser sur ce sujet-là. C'est quoi les points sur lesquels on est tous d'accord et c'est quoi les points sur lesquels on n'a pas la même perception. Et soit vous vous arrêtez là, soit vous dites sur les points où on n'a pas la même perception, vous pouvez continuer à élaborer sur ces points-là pour essayer de questionner et de comprendre qu'est-ce que la personne dit quand elle dit quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, parce que c'est souvent là où les pépites créatives arrivent. Mais vous pouvez aussi dire c'est là et on a le droit et c'est normal, on n'a pas le même vécu d'une situation. Par exemple, vous savez, des fois, on dit souvent entre les hommes et les femmes, il y en a un qui a la même température, il y en a un qui a froid, l'autre qui a chaud, les deux sont vrais. Et donc, ça peut être aussi normal de ne pas être d'accord. Et donc, être d'accord pour pas être d'accord, c'est déjà un progrès. Donc, voilà une piste possible et d'avoir des conversations en petits groupes à 2, à 4, puis tous ensemble. Voilà, je ne sais pas si ça répond et si vous voulez, je mets mon mail dans la conversation, si je peux le faire. Voilà, super. Ah non, tu vas pas pouvoir, tu peux le mettre dans la conversation. Dans l'autre. Dans celle confinée, notre petite conversation et je la mettrai dans la grande. Vraiment un immense merci pour le mail et puis pour 2. Pardon, vérifier. En fait, je fais un mail, elle récupère et on partage, c'est plus simple. C'est ça, j'ai mis le mail contact, comme ça. Ah oui, et puis je ne peux pas le copier, c'est merveilleux. Ça, voilà, il me manque, donc je le ferai tout à l'heure. Je ne peux pas le faire depuis ici. Benjamin, est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour conclure cette proposition, moi, que je trouve structurante, rassurante et qui permet de se dire que du coup, c'est possible de dialoguer et c'est possible d'accueillir toutes ces diversités. Du boulot, mais c'est possible. Ouais, exactement, c'est possible et c'est du boulot. J'ai pris la pression sur le mot de la fin là et donc je suis en train de me dire j'ai plein de trucs à dire. Ah ouais, En fait, non, il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est il y a une chose qu'a évoquée Chloé qui est importante. Elle a posé la première question, elle a fait un truc très important là. Elle a dit quelque chose qui est première question, qu'est-ce que je ressens, et deuxième question, quels sont mon avis, quel est mon avis. Et vous voyez, ça c'est un truc du dialogue. En fait, les ressentis.
d'accord, et les avis sont un peu différents. Et c'est bien d'essayer de poser les ressentis en premier pour ensuite rentrer dans les avis. Il y a une vraie mécanique là. Il y a une phrase qui dit bouche pleine de mots n'a pas d'oreille. Donc voilà, je pourrais faire ça. Bouche pleine de mots n'a pas d'oreille. Et donc, si on demande aux gens de dire tout ce qu'ils ont à dire, et c'est souvent des ressentis en premier, et de faire un tour. Après, tout d'un coup, l'écoute est plus la même et on peut donner son avis et on est mieux écouté. Donc, je pense que ces schémas-là où on fait plusieurs tours comme ça, comme l'a évoqué Chloé, c'est une clé du dialogue. C'est une clé du dialogue. Voilà. Et ça, il faut prendre le temps. En fait, il faut accepter qu'il y ait le temps et puis que ça soit pas parfaitement respecté et continuer à être dans cet objectif de dialoguer. En fait, finalement, au-delà du sujet, on a un deuxième objectif qui est s'écouter ou dialoguer, puisque les deux mots sont très très proches. Merci beaucoup. Chloé, tu as un petit mot de la fin? Je sens que tu as un petit mot de la fin. Non, un petit mot de la fin. Non, je suis toujours sur répondre aux questions. Comment faire quand on n'a pas de sujet, quand vous n'avez pas encore vu vos élèves? Et ben, la proposition serait peut-être de dire à vos élèves, voilà, tout à l'heure, on va avoir un temps de conversation ensemble on a tous vécu des choses un peu compliquées, ça peut être le confinement, c'est autre chose. On a vécu une période complexe pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous auriez besoin qu'on parle avec les gens qui sont dans notre classe aujourd'hui, pas avec quelqu'un d'autre, mais juste entre nous. Et je vous invite encore à faire des conversations à 4. Ils discutent à 4 sur c'est quoi les sujets dont ils aimeraient avoir une conversation, c'est-à-dire apprendre des autres, pas un sujet sur lequel ils ont envie de pousser, aussi apprendre des autres. Et puis, vous listez les sujets, vous pouvez les mettre sur le mur. Après, vous prenez les sujets de tout le monde, vous leur dites de les écrire sur le mur. Vous dites à chacun de voter, chacun a droit à 3 votes, et puis vous voyez quel est le sujet qui a le plus de points, et vous prenez celui-là. Puis si vous en avez plein, vous pouvez faire plusieurs conversations de la même manière. Donc la classe peut choisir le débat, mais vous, le prof, c'est quand même à vous de discerner si c'est un sujet qui a débat ou pas. Voilà. Je vois une question. Alors, Chloé, je sais que tu dois partir. Est-ce que Benjamin, tu aurais 5 minutes à accorder pour répondre à la question de Mathilde? Ouais, j'ai 5 minutes. Mais ça trouve Chloé a 5 minutes aussi. Hein. Et la question Chloé, si tu veux je vais laisser Benjamin. Ah oui, c'est ça. Ouais. Comment je réponds à ces bienfaits pour lui? Alors, Chloé, si tu veux partir, tu peux partir, hein, tu sais. Je vais rester 5 minutes, décaler un petit peu. Ça marche. Okay. En fait, je réponds pas. Je réponds pas. En fait, je redonne une question. Je repose une question. Je lance un dialogue. D'accord. Et alors là, c'est très intéressant. Quelles sont et là, ça me fait penser. Quelles sont la manière dont on doit poser des questions? Et donc, il y a 2 choses qu'il faut éviter dans les questions. C'est celle où on doit répondre par oui ou non. D'accord. Il ne faut surtout pas de questions fermées. D'accord. Il y a une deuxième chose. Il faut éviter les pourquoi tu dis ça. La question du pourquoi. Parce qu'en fait, le pourquoi, elle pousse à se justifier. D'accord. Donc, il faut éviter pourquoi tu dis ça. Il faut dire, OK, quelles sont les raisons qui te font trouver que c'est bien fait pour lui? Et est-ce qu'il n'y a pas, quels seraient les autres avis que tu pourrais avoir? Comment on pourrait nuancer? Vous voyez, donc souvent, il faut reposer une question pour relancer un dialogue et plutôt avec du qu'est-ce que ou comment en début de phrase. Ça serait mon truc en 1 minute. Merci. Le truc du pourquoi, effectivement, c'est quelque chose dans notre société où on est un peu empreint de psychologie. On cherche toujours un peu le pourquoi et finalement, on peut s'en passer. La justification, c'est surtout un problème, donc ça crée le débat. Vous voyez, le débat au sens péjoratif. Le pourquoi avec les 2 mots séparés, ça va. Ça veut dire pour quelle raison, c'est limite. Mais le pourquoi, d'un coup, il est dangereux dans une mécanique de dialogue. Enfin, il n'est pas dangereux, mais il pousse à… Chloé, je vois que je suis sûre que tu aurais envie d'ajouter quelque chose, non? Non? C'est bien fait pour lui. J'ai trouvé ça dur de lire cette question sur le… Enfin, je vais vous dire mon ressenti de la lire sur le dialogue. Et pour moi, j'étais en train de me dire, je me dis, il est vraiment cool, Benjamin. Je le sais, il est vraiment cool. Moi, je crois que j'aurais un truc un peu plus radical. Mais parfois, c'est notre collègue Jérôme Cohen qui parlait de radicalité à un moment donné sur qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est bien fait d'être égorgé. Je ne sais pas comment vous dire, c'est pas OK. Et je ne sais pas si je le dialoguerai, voilà. Mais c'est ma perception, c'est peut-être pas juste.
mais je resterai aussi en tête sur… ce serait peut-être mon mot de la fin de vous dire… vous êtes pas… si on a proposé aussi d'intervenir, c'est que on se dit que nous, les patrons avec lesquels on intervient… Ah, bon, on a perdu Chloé. Et alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai pas nécessairement fait le lien avec l'affaire de Samuel Paty. Ah, ok. La question live, d'accord, donc hors contexte. Si elle est en contexte, je pense que Chloé a une petite raison et il faudrait rediscuter, mais il faudrait dialoguer sur le pouvoir de la mort, en fait, de donner la mort, en fait. Qui a le droit de ça, etc. Vous voyez, il faut trouver le sujet à dialoguer. Mais c'est pas le sujet direct, il y a des sujets amont, en fait. Voilà. Tout à fait, mais je comprends tellement la question de Mathilde parce que je crois que énormément d'enseignants qui travaillent dans des milieux où ils savent qu'ils vont avoir ça. Ils vont être confrontés à ça lundi s'ils rentrent dans leurs établissements. Et c'est tellement quelque chose de violent. Et c'est ce que dit Chloé. Hein, c'est comment qu'est-ce qu'on fait avec cette matière-là? Et cette matière-là, elle existe. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et j'aime beaucoup l'idée que tu soumets de dire il faut chercher le sujet derrière ça et de trouver le sujet à dialoguer. On ne peut pas dialoguer sur c'est bien fait pour lui. Il faut trouver le sujet sur lequel dialoguer. Là, on est dans les ressentis, on est vraiment dans bouche pleine de mots, n'a pas d'oreille. En fait, on vit quelque chose, c'est culturel, c'est ancré, il y a d'autres peurs, d'autres mécaniques. Et donc, il faut traiter un autre sujet qui est le poids de la mort, le droit à donner la mort, qui peuvent être des sujets assez durs. Le sujet de où doit s'arrêter une caricature et quels sont les types de punitions qu'on doit avoir selon ce qu'on fait. Enfin, il faut réouvrir, en fait, parce que là, c'est tellement émotionnel, il faut sortir de l'émotion. Et du coup, c'est ça, je veux bien, allez, on va terminer avec cette dernière question parce qu'elle est vraiment aussi très intéressante. C'est ce qui est donné à voir aux enseignants, c'est la question d'Agnès sur le fait que les enfants disent c'est mes parents qui décident. Et je trouve intéressant de se replacer dans l'agent de l'État qu'on est. Et on est enseignant, porte-parole d'un État, détenteur d'un programme et d'une mission. Et c'est ça qu'il faut replacer. L'instruction est obligatoire en France et on replace la loi finalement. Ouais, c'est intéressant. Et puis alors là, moi, vous voyez, j'ai une vraie mécanique. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par décider? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par décider? Et ensuite, donc là, c'est quels sont les rôles de chacun? Donc, quels sont les rôles de tes parents et quel est mon rôle à moi? Et à quoi servons-nous? Enfin, je me dis, il faut repartir. En fait, il y a une perte de repères complet. Donc, on simplifie à mort le système. Donc, réouvrir pour redonner de la complexité pour que les gens soient moins sûrs, vous voyez, que ça soit moins évident et qu'on se remette dans… En fait, il faut recréer du doute d'une certaine manière, au sens où quand on est suraffirmatif comme ça, on est tout blanc, tout noir. Comment on recrée un peu de matière au doute, à un doute utile? Donc, voilà. Oui, très bien. En fait, alors ça clarifie encore plus le sujet, c'est que face à des affirmations comme ça, qui sont des affirmations, il n'y a plus de doute, donc il n'y a pas de place pour le dialogue. Et il faut, dans son questionnement, redonner de l'ouverture et du doute pour entamer un dialogue. Exactement. Quelque chose d'autre. Et puis, je continue à lire, oui, la libération en fait partie, hein, et c'est clair. C'est clair, mais c'est clair. Hein, et quand je regarde certaines caricatures de Charlie Hebdo, je me dis, waouh, c'est violent. C'est hyper violent. Je n'excuse rien, hein, mais je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Vous voyez, je me dis, pour quelqu'un qui est fort enfin, pour qui c'est un sujet encore plus, je suis agnostique. Je me dis, pour ceux qui, waouh, c'est dur. Donc, je cherche à aussi sentir ce que la personne vit quand elle voit ça. Voilà. Et évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je cherche à comprendre. Je me dis, et donc il faut redescendre et presque écouter, mais à quel point c'est dur pour toi. Enfin voilà, il y a des trucs à évaluer, quoi. Voilà. Donc j'ai toujours cette histoire-là, mais Chloé a beaucoup parlé de la foule. De toute façon, on a des mécaniques avec Chloé qui sont si tout le monde dit noir, on va dire blanc, en fait. Vous voyez, on va poser le blanc. Donc, si tout le monde dit blanc, on va essayer de poser noir ou de questionner. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui pensent autre chose et pourquoi et qu'est-ce que ça apporte?
Voilà, tiens, ça me fait penser à un autre outil qui est vraiment intéressant, mais qui est un peu complexe, mais qui est quelque chose de l'ordre de comment on regarde les choses autrement. Donc, je vous le fais sur les valeurs, mais bon, je vous le fais vite, mais il y a un truc qui est intéressant là. C'est un moyen d'utiliser avec les élèves, je pense. Vous voyez, on croit à certaines valeurs. Donc, moi, je sais pas, une valeur X auquel je crois très fortement. Et donc, il faut que je comprenne quelle est la contre-valeur. Donc, la valeur inverse. D'accord ? Et il y a un exercice à faire qui est, au début, je donne toutes les bonnes raisons pour lesquelles cette valeur est une bonne valeur, la mienne. D'accord ? Et toutes les bonnes raisons pour expliquer pourquoi la contre-valeur est une mauvaise valeur. Et ensuite, je fais l'exercice inverse. J'essaye de me mettre dans une autre position. Je me dis, mais quelles sont toutes les mauvaises raisons pour lesquelles cette valeur auquel je crois est bonne. Et on sait rien. L'honnêteté, ça pourrait être trop honnête, on rend malheureux, ou, vous voyez. Et on fait l'inverse aussi avec la contre-valeur. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire avec les élèves. Il faut essayer de travailler cet exercice des valeurs contre-valeurs. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tout d'un coup, ils se rendent compte que tout n'est pas blanc et noir. Voilà, ça, c'est un exercice. Oui, ça me fait penser au chapeau de Bono. Par exemple, qui sont les regards, qui sont les différents regards. On est obligé de changer de posture. On porte un chapeau qui nous oblige à regarder les choses avec un autre prisme. Et ça, et effectivement, ça ouvre à la reconnaissance de l'autre. Super. Il y a Julia qui a remis votre contact. Génial. Vraiment un immense merci pour cette méthode, cette manière d'accepter la complexité qui peut nous faire peur. Et à très bientôt. Moi, je pense que je ferai appel à vous d'une autre manière. Enfin, je reviendrai sur le sujet. Vraiment. Merci. J'ai appelé Chloé qui a essayé de me joindre pendant la fin. Là. Ok, ça marche. Et bon courage à tout le monde. Ouais, bon courage. Merci. Bonne rentrée.